Bienvenue chez Marie-Fidèle Stories, un village habité de récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce village une femme exceptionnelle, une femme de science, une femme de vision, une femme de courage. Cynthie Dega. Bonjour Cynthie. Bonjour Marie-Fidèle, Comment ça va? ça va bien. On va se tutoyer comme d'habitude. Mhm. Et qui est Cynthie Dega? Je vais vous dire ce qui, pour moi. Cynthie est ingénieure, investisseur immobilier, docteur en aéronautique et surtout mère de 4 beaux enfants, dont les jumeaux. Son parcours de l'Afrique au Canada est une histoire de persévérance, de discipline et d'amour des siens. Elle représente cette nouvelle génération de femmes qui bâtissent, inspirent et ouvrent la voie à d'autres. Pendant cette entrevue, nous irons au cœur de son parcours, de ses défis, de ses réussites et de sa vision du monde. Préparez-vous alors à découvrir une femme rare, une femme enracinée dans ses valeurs, connectée à la science, mais aussi à la vie, à la famille et à l'avenir. Cynthie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté de venir visiter notre village de Récit et entrons maintenant dans le vif du sujet. J'aimerais bien te poser ma première question. Et si tu peux, disons, aussi loin que te porter ton enfance, qu'est-ce qui t'a amené à déjà à quitter ton pays, puis à emprunter la voie de l'immigration? Et c'était quoi ta motivation? Ça s'est passé comment avec ta famille? C'était quoi les défis? Comment tu t'en es pris? Comment tu t'en es sorti? Commençons par ça. Bon, c'est bien qu'on retourne effectivement aux origines parce que pour comprendre souvent comment les choses sont aujourd'hui, il faut savoir d'où on vient, quel est notre parcours. Moi, il faut dire que j'ai une histoire un peu atypique parce que contrairement à beaucoup de personnes, je ne voulais pas voyager. Je ne voulais pas voyager, j'étais très contente d'où je venais, là, au Cameroun. Je suis originaire du Cameroun, en fait, où j'ai passé la plus grande période de mon enfance. J'ai été au Cameroun jusqu'à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Donc, moi, je viens d'une famille de 5 enfants, 4 filles et un garçon. Une famille très chaleureuse. On a vraiment beaucoup de très, très beaux souvenirs d'enfance. Une famille très soudée. J'avais un papa qui, malheureusement, est décédé aujourd'hui, mais qui nous a beaucoup choyés dès la tendre enfance. Il nous a aussi inculqué beaucoup de valeurs. Et moi, j'ai encore le souvenir quand on était tout jeune. On soupait toujours à table et on mangeait toujours. Les dimanches, pour moi, c'était la journée que j'attendais le plus, la journée que je préférais de la semaine, parce que c'était très chaleureux. On avait, nous, la famille, ma mère, elle faisait toujours au moins 2 repas. Mon père, il était là parce qu'il faut dire qu'en semaine, il était soit en voyage ou toujours occupé avec son travail. Et mes parents, ils ont, malgré leur occupation professionnelle, toujours essayé de aussi développer en parallèle ce côté chaleureux dans la famille. Alors, pour la petite histoire, quand moi, je grandis au Cameroun, je suis bien évidemment euh, brillante, un peu plus que la moyenne, on va dire. Donc, j'obtiens mon baccalauréat français, là, le baccalauréat selon le système européen, à l'âge de 15 ans, avec une mention très bien. Et puis mon père, à l'époque, il commence à introduire un peu le sujet. Puis des fois, les jeunes de notre génération
c'était un peu comme un concours. Des fois, les gens disent, oh, tu vas aller dans quel pays? Oh, tu vas aller dans quel pays? Moi, c'était même pas la question. Moi, c'était, non, je suis heureuse là. Je me posais pas, peut-être parce que j'étais jeune ou que j'étais trop heureuse aussi chez nous, mais je n'avais pas cette fièvre du voyage. Mhm. Et là, bon, mon père, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire après? J'ai dit, oh, je sais pas, je vais trouver une école qui est bien, puis qui va me permettre de rester pas loin à la maison et aussi d'être dans les sciences parce que je savais que je voulais faire l'ingénierie. Lui, je sais qu'à l'époque, il voulait que je fasse médecine. Donc, on essayait de trouver un compromis, mais par contre, j'avais toujours eu cette fibre-là pour les sciences. Surtout, je vais peut-être raconter ça un peu plus loin, qu'est-ce qui m'avait inspiré au niveau des sciences. Mais pour le 15 ans, quand moi je termine, j'ai mon bac, Mhm. euh, je fais tous les concours. Finalement, on arrive à trouver une école locale où il est question après 2 ans que j'aille en France, effectivement, parce que c'était une école qui était connectée avec la France et c'était le bon compromis. Parce que pour moi, je pouvais rester encore au Cameroun pendant 2 ans avant Mhm. d'aller terminer mon cursus d'ingénieur et éventuellement revenir. Et là, mon père, ce qu'il a fait, quand il a commencé à faire mon dossier d'admission pour l'école polytechnique, il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit. Je me rappelle encore la journée qu'il me l'annonce et quand j'avais eu mon visa, ça faisait 1 an que j'étais déjà en classe préparatoire intégrée en génie électrique, sciences physiques, maths physique, sciences de l'ingénieur. Et c'était un 30 novembre 2007. Il m'appelle, il me dit, oh, tu as eu le visa pour pour le Canada. Je dis, ok, pour faire quoi? Pour aller en vacances? Il me dit, non, non, pour aller à l'école polytechnique de Montréal. J'étais inscrite, tout va bien, tu vas commencer en janvier. Je dis, mais non, c'est pas ça qui était prévu. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fini par partir. Je suis partie avec ma mère Mhm. le 22 décembre Mhm. et elle est venue m'installer ici à Montréal. Donc, on voit d'où vient en fait ta, ta vision. Ça vient vraiment de ton père déjà. Oui. Il avait déjà. Il essayait toujours par des moyens très subtils, détournés, de m'inciter à voir un peu plus loin que ce qui est posé sous mes yeux. C'est vrai que des fois, on dit que les parents, ils sont les prévisionnels des enfants. Mhm, mhm, Parce que c'est vrai, comme dans ton cas, on voit qu'effectivement, ton papa a joué un grand rôle mhm, dans mhm. ton accomplissement académique. Oui, il avait quand même eu cette vision-là. Donc moi, je peux dire, j'avais comme le fil conducteur parce que bon, j'avais cette passion pour les sciences. Mais c'est sûr que la passion sans vision, ça n'amène pas loin. Mhm. Donc j'ai eu besoin quand même d'être supportée par ce réseau-là. Au niveau de la vision, au niveau des Mhm. conseils aussi et tout. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Montréal avec 35 centimètres de neige Et donc, un euh, 22 décembre 2007. donc, ta maman t'amène, Oui, elle t'installe, appartement et tout, puis elle te laisse ici et s'en va. oui. À 17 ans. J'avais quel âge à l'époque? En 2008, effectivement, j'avais pas encore 17 ans parce que ma fête c'est en avril. Donc Euh, j'avais 16 ans. euh, euh, Et puis, oh, mhm. c'était encore le fun, là, quand on arrive, on fête des Mhm. fêtes à Toronto, chez ma Mhm. marraine. Puis, ben là, quand on arrive à Montréal, ça change un peu, là, parce que faut Mhm. dire qu'on avait fait une escale en Suisse. Mhm. Suisse, il n'y a pas beaucoup de neige, en tout cas. Mhm. Non. Pas par où on était passé, il n'y avait pas beaucoup de neige. Après ça, on a été à Toronto pour les fêtes. Mhm. Jusqu'ici, ça va, il n'y a pas beaucoup de neige. Mhm. Quand, vers le 5 janvier, elle me dit, oh, je pense qu'il faut qu'on aille à ton école et tout. Commencer à t'installer, acheter des trucs parce que tu commences le 7. Je dis, OK. Là, on est dans l'autobus. Plus on avance, je vois, il y a des montagnes de neige. Je dis, mais c'est quoi? On est où là? On va où là avec tout ça et tout? Était-ce ta première fois Oui, de voir la neige? c'était ma première fois d'en voir vraiment. Oui, c'était ma première fois. C'était comment ta réaction? À Toronto, c'était le fun. Ça restait agréable, comme dans les films. Mais j'avoue que quand j'ai débarqué vers Côte-des-Neiges, là, Outremont, à Polytechnique, là, je te dirais que j'ai pas trouvé ça glamour comme la neige de film. Là, c'était vraiment de très... À l'époque, il y avait vraiment beaucoup de neige, hein. Maintenant, on est un peu gâté par la météo, mais il y avait vraiment beaucoup de neige. C'était des 35 Mhm. centimètres là, en plein milieu de janvier.
Donc là, j'essaye de comprendre. Là, elle aussi, dès qu'on arrive, on se regarde parce qu'il faut dire que ma mère aussi, elle était surprise. On se regarde dans l'autobus. Là, elle comprend qu'il faut remagasiner toutes les affaires d'hiver. Donc le lendemain, on va et tout ce qu'elle prend, c'est des choses hyper... J'avais des bottes lourdes, manteau Mm. lourd. J'étais Mhm. comme un combattant là, que tu envoies à l'armée. Donc là, elle m'installe et elle me laisse et elle s'en va. tout, tout ce qu'il faut. Donc, donc pratiquement, l'aéronautique, Mhm. l'ingénierie, c'est comme si c'était le choix de ton père. Non, mon père, son choix avait été la médecine. L'aéronautique, je vais t'expliquer comment j'ai eu cette inspiration-là. En fait, il faut dire que quand j'étais au secondaire, j'avais un défi, c'est que comme j'étais bonne dans toutes les matières, je Mhm. n'arrivais pas à avoir un métier qui m'inspirait. Je n'arrivais pas à avoir mon père, c'était un comptable de formation Mhm. et ma mère l'aidait dans ses affaires. Il était aussi entrepreneur, il faisait vraiment beaucoup de choses. Euh, il avait vraiment... donc, je ne pouvais pas me projeter parce que me projeter dans ça, ça veut dire que je viens juste... j'ai pas grand effort à faire. Et donc, je m'étais dit, OK, je vais faire quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Médecine, peut-être, mais je ne sais pas. Je trouvais que ça ne vibrait pas avec moi. Et un jour, quand j'étais au lycée, les 5 meilleurs de chaque classe avaient été sélectionnés pour Mhm. aller dans une conférence. Parce il y avait un astrophysicien, Cheikh Modibo Diarra. Mhm. Il faisait le tour de l'Afrique pour inspirer les jeunes. Ah, wow. Et il était à Douala à cette Mhm. période-là. Et puis la proviseure, elle nous dit, OK, les 5 premiers de chaque classe de terminale vont Mhm. aller rencontrer Cheikh Modibo Diarra. C'est un Mhm. astrophysicien qui a fait Mhm. 5 missions. Il a conduit pendant 5 ans plusieurs missions à la NASA. Mhm. Et donc, moi, j'arrive là, je suis dans une très belle salle de conférence, il parle, je l'écoute, je vois les missions, Pathfinder et tout. Je dis, c'est ça que je veux faire, je ne me pose plus la question. Ça me rejoint tellement, je suis Mhm. bonne dans les maths, la physique, Mhm. j'adore tout ce qui vole, j'adore les Mhm. voitures aussi. Et c'est comme ça que j'ai épousé ce rêve-là. Ok. C'est de là que c'est Ouais. venu. Ah, ok. Mais donc, depuis Douala, déjà, tu savais que tu allais vraiment aller jusqu'au top, au doctorat. Ou ça, c'est venu en cours de route. Non, même pas. Je suis vraiment un individu très particulier. C'est-à-dire que autant que je peux m'émerveiller devant certaines choses, j'aimais l'intention. Donc, Mm, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'étais vraiment dans l'émerveillement. J'ai mm, dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Le comment, ça, je ne m'en suis jamais préoccupée dans ma vie. mm, Si je me dis, c'est ça que je veux, mm, je le vis tellement comme, je suis tellement émerveillée, si bien que mon corps le reçoit, en fait, cet émerveillement-là. Et on dirait que ça sème quelque chose. Et mm, c'est comme ça dans tout ce que j'arrive à réaliser. Je vis ça, je vis l'instant présent, je vis cet émerveillement-là, puis je laisse le reste à l'univers. mhm. Est-ce que tu as eu, pendant ce processus, tu as eu des mentors pour t'accompagner et je sais aussi que tu as fait un travail exceptionnel Mhm. et j'aimerais bien que tu nous en parles. Pour ma thèse, Ouais, ouais, ouais. oui. Alors, pour ma thèse, comment j'arrive à démarrer le doctorat? Bon, là, on va sauter beaucoup d'étapes parce que quand je commence dans un centre de recherche, j'ai une bonne opportunité en fait en 2018 pour rejoindre un centre de recherche comme directrice pour une division dans le Mm, centre de recherche matériaux non métalliques. Et puis là, il faut dire que moi, pendant les 8 premières années de ma carrière, j'avais juste travaillé sur des matériaux métalliques. mm, Mais pour moi, comme ça constitue un défi et il me donne de très bonnes conditions, je me dis, je peux pas passer à côté de ça. Puis surtout, je stagnais un peu. Tu sais, oui, je formais des gens dans mes précédentes tâches, dans mon ancien boulot. Mais je trouvais que je commençais
à plafonner. Après 8 ans Mhm. d'ancienneté, puis je travaillais déjà avec Bombardier, même Mhm. étant stagiaire. Donc, je dis, OK, ça, c'est quand même un très, très bon défi, travailler dans des matériaux composites. Oui, j'ai juste fait un cours de matériaux non métalliques pendant tout mon bac, Mhm. mais c'est un défi que j'ai envie de relever. Je me sens capable. Et puis, je commence dans ce centre-là. J'en arrache un peu quand même les 2 premières années parce qu'il faut que je fasse beaucoup de mises à jour, je prenne quelques cours et tout. Mhm. Et à un moment donné, je, quand je prends mon premier cours, en fait, pour me recycler, Mhm. comme on dit, Mhm. avec un prof que j'avais eu déjà au bac. Lui Mhm. donnait des cours de maîtrise et bien en étudiant libre. Et on échange, il me dit, oh, mais je trouve que ton parcours est tellement bien, tu es tellement brillante, tu devrais Mhm. venir vraiment t'inscrire comme étudiante régulière et commencer un doctorat. Ah, Mhm. je dis, mais non, ce type, il sait même pas c'est quoi ma vie en ce moment-là. En 2018, moi, je venais d'avoir mes jumeaux, là. Donc, Mhm. mes jumeaux, quand je commençais au centre de recherche, ils avaient 7 mois. Mhm. Et puis, non, non, en fait, le seul break que j'avais, c'est quand j'étais assise comme ça avec lui pour prendre le cours à l'école. Tu sais, pour moi, c'était... Mais sinon, quand j'étais au laboratoire, c'était la course, les dossiers, les analyses et ceci. Quand je Mhm. rentre à la maison, c'est les lunchs, les enfants, l'allaitement, parce que je les allaitais aussi. Donc là, il me dit ça, OK, là, il sème une graine. Il me dit, tu devrais venir faire ton doctorat. Il sème une graine, mais je ne sais pas comment. Je dis, non, c'est de la folie, je peux pas. Pas pour l'heure, en tout cas. Pas pour Mhm. l'heure. Mhm. Une chance, il y a toujours un moment donné, ça se calme, la tempête finit par redescendre. Je commence à être à l'aise dans mes fonctions. On est en 2019, fin 2019, donc quasiment 18 mois après mon entrée en service. Mhm. Et je me dis, ah ben là, je commence aussi à... J'ai déjà à peu près fait le tour de mes nouvelles fonctions. Je suis bien à l'aise. Il me semble que j'aimerais un peu plus. Tu sais, j'aimerais pouvoir faire des choses un peu plus stimulantes. Et là, je commence à regarder des offres justement de doctorat et tout, des sujets qui existaient déjà. Je l'appelle, je lui dis, ah, monsieur, on s'était parlé à un moment donné. Il me dit, ah oui, je me rappelle bien de toi, Cynthia, comment tu vas? Je dis, oui, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche-là? Il me dit, mais pourquoi tu me demandes de t'analyser des offres de doctorat? Je dis, mais parce que bon, j'y pense. Vous m'aviez dit que je pourrais bien en faire un à un moment donné. Il me dit, mais je t'avais déjà dit, la journée que tu te sens prête, reviens me voir. Je veux que tu fasses ton doctorat avec moi dans mon équipe. Là, je dis, mais ok, bon, même si c'était le cas, admettons que je veuille le faire. Est-ce que vous avez des sujets qui peuvent m'intéresser? Mhm. Il me dit, mais je pense que toi, tu es tellement atypique que pour que tu restes passionné par ce que tu vas faire jusqu'à la fin, il faut que tu choisisses ton propre sujet. J'ai dit, ah, mais c'est encore mieux parce que à chaque fois que je lisais des sujets, j'avais toujours des... j'arrivais pas à voir comment moi je peux travailler avec ces sujets-là jusqu'à la fin. Mhm. Par contre, je trouve que de prendre une thématique qui peut mieux te passionner, ben, ça te pousse à te dépasser aussi, quoi. Donc, c'est comme ça que je bâtis mon sujet, je m'assois avec lui. Puis ce monsieur-là, il est encore mon mentor, en fait, là, jusqu'aujourd'hui. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est proche de la retraite déjà. Ah, Donc, fantastique. Mais j'ai une question épique. oui, Des bébés jumeaux, un doctorat et d'autres enfants, il y a j'en ai les 4. quatre ensemble. Oui. Comment tu t'organises? Comment tu organises ça, ta famille tout autour de ça? Parce que je vois qu'ici, bon, en Afrique, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre tout autour. Il y a la famille il y a tout le village, en fait, effectivement, en Afrique. Mhm. Mais ici, il n'y a rien. Le couple se retrouve seul avec un bébé ou deux bébés. Comment toi, tu t'organises vraiment? Ça peut aider, ça pourrait aider d'autres parents. Comment tu t'organises pour faire tout ça en même temps? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, comment je vais dire, Marqué. marqué quand j'ai appris ton histoire. Mhm. Déjà, 4 enfants au Canada, comment tu t'en sors en fait? Mais j'ai un bon conjoint, un bon Oui. papa qui est vraiment très présent. Il est très présent Même avec pour ça, ses enfants. oui. C'est sûr qu'on a tous deux des carrières, donc forcément, ça a toujours été quand même un challenge. Bon, là, les enfants grandissent, donc ça nous permet aussi de continuer de prendre plus de nouveaux défis.
Mais c'est certain que la famille aussi, on a quand même un réseau qui est très, très, très soudé. Moi, mes sœurs, mon frère, ma mère, moi, on est très, vraiment, j'ai une famille en or, ça je peux le dire, vraiment, parce que sans eux, je ne serais pas arrivée là. Je ne serais pas arrivée, parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, quand le centre me dit, oh, tu peux commencer, là, je suis encore en congé maternité. À ce moment-là, les enfants, ils avaient 5 mois et demi. Puis moi, je leur dis, OK, il me dit, est-ce que tu peux commencer la semaine prochaine? Parce qu'il me donnait des conditions. Écoute, moi, c'est pas compliqué. J'avais tout demandé parce que je m'étais dit, ils vont jamais me prendre. Pourquoi ils vont prendre ma candidature? Donc, j'ai tout demandé. Là, j'ai dit, je veux ça. Le CEO, il m'appelle la semaine qui suit. Il me dit, oui, j'ai pris vent de toutes tes demandes auprès des ressources humaines et tout. Ben, on a tout accepté. Tu commences quand? J'ai dit, tout accepté. Il me dit, oui, tu commences quand? Donc, à ce moment-là, moi, je dis, OK, ben, je ne peux pas commencer la semaine prochaine, mais donnez-moi 3 semaines, je vais m'organiser. Puis moi, dès que je raccroche, la première personne que j'appelle, c'est ma mère. Je l'appelle, je lui dis, oh là, je suis dans la merde. Je dis, je viens d'accepter un nouveau poste et tout, qui est vraiment bien, qui m'intéresse. Vraiment génial. J'ai besoin de ton aide, que tu m'aides à trouver une solution là, avec les enfants et tout. Et comme d'habitude, elle a toujours des solutions à tout. Donc, elle m'a aidé à trouver une gardienne qui gardait les enfants à la maison. Et parce que je ne voulais pas qu'ils commencent la garderie à cet âge-là. Ils étaient trop jeunes. Donc, j'ai eu quelqu'un qui les a gardés jusqu'à ce qu'ils soient en âge après 1 an. Ils ont commencé la garderie après 1 an. Ouais. Donc, maintenant, ta maman... Mais c'est pas ta maman qui est venue aider, c'est une autre personne. Non, elle, des fois, elle est là, mais elle n'aime pas trop les contraintes aussi. C'est ça qui est bien dans notre famille, c'est que chacun donne du sien, mais tout en respectant ses propres horaires. Donc, elle vit ici maintenant, ta maman? 6 mois sur 12. Elle vient quelques fois, elle repart, elle vient. Elle vient en été? Oui, surtout l'été. Elle revient beaucoup l'été. L'hiver, c'est un peu plus difficile, mais en été, elle est là très souvent. Oui, je comprends. Ah oui, c'est vraiment toute une organisation. Tout est vraiment dans la structure, en fait, de se faire une belle structure, faire ses repas à l'avance, les tâches. À un moment donné, ça devient routinier quand même. Tu sais, le premier enfant, tu apprends. Après, deux jumeaux, c'est comme une promotion. Là. Quand tu as des jumeaux, c'est 2 bébés à la fois. Donc là, on dirait que tu fais la promotion de la maternité. Donc, tu vas à un autre niveau. Magnifique. Voilà. Donc, avec tout ça, tu arrives à ton doctorat. Parmi tes recherches scientifiques, tes réalisations à ce niveau, c'est laquelle qui te rend le plus fier? C'est laquelle qui... Moi, en fait, mon sujet de recherche, c'était sur la revalorisation des pièces d'avion en fin de vie. Principalement des pièces renforcées de fibres de carbone. Et ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir développé un procédé à l'état pré-industriel qui, jusqu'ici, n'était pas encore nécessairement mature pour les pièces renforcées de fibres de carbone. C'est la technologie micro-ondes. Donc maintenant, par exemple, avec le procédé que j'ai développé, dans un procédé de pyrolyse, parce que dans le fond, on faisait de la dégradation thermique. Ça veut dire quoi en termes simples pour notre audience? Ça veut dire dégrader la matière en apport de chaleur. Donc, exemple, ce serait comme, pour comparer là, quand tu veux réchauffer. Tu réchauffes, tu mets dans un four, ok? Tu peux réchauffer aussi dans un micro-ondes. Donc, jusqu'à récemment, les méthodes qui étaient utilisées pour récupérer la fibre de carbone, c'était dans un four conventionnel. Et donc, dans un four conventionnel, qui dit four conventionnel, dit perte de chaleur, dit non-optimisation aussi du flux réactionnel, donc du milieu réactionnel. Tandis que dans le micro-ondes, on peut vraiment agir directement sur la matière. C'est un peu le même principe si tu veux réchauffer un plat.
OK. que tu réchauffes dans un four versus réchauffer dans Dans un le micro-ondes. Tu vois, micro-ondes. dans le micro-ondes, ça prend 1 minute. Ouais. Donc, c'est une technologie qui est déjà mature pour l'industrie Mhm, alimentaire, mhm. mais pas encore pour cette application-là. OK. Et donc, moi, j'ai réussi à faire un peu le pont et à rendre ça Mhm, quand même à un niveau où, maintenant, par exemple, pour ce procédé-là, mhm, dans un four, ça prenait 4 à 6 heures. mhm, Tandis que dans le procédé que j'ai mhm, développé, mhm. on était à 9 minutes. Oh, wow. On était à 9 minutes C'est de temps, donc 6 minutes de c'est- pyrolyse et 3 minutes pour le traitement de la c'est fibre. tout un exploit. Oui. Est-ce que c'est déjà en application ou... Bon, bien évidemment, dans un Pas doctorat, si encore. on veut tout faire, on va jamais graduer, c'est sûr. Donc, à un moment donné, il a fallu, j'ai fait des petits bouts, et puis là, j'ai Mhm, publié quand même plusieurs articles là-dessus. mhm, Je pense que sur ce sujet-là, j'ai 4 articles disponibles, dont 2 dans des revues scientifiques. OK. Et puis, c'est vraiment disponible à l'exploitation pour qui veut suivre les étapes, en fait, OK. à l'échelle laboratoire. Mhm. Ouais. Et tu penses pas être dans, Oh, dans le futur poursuivre probablement. ça? Moi, je suis quelqu'un de Euh, très patiente dans la vie. Je n'accélère, c'est-à-dire Mhm, que autant, en fait, il y a un principe très simple que j'ai compris dans les réalisations, c'est qu'une patience infinie produit des résultats immédiats. Donc, c'est-à-dire que j'ai tellement de pôles mhm, d'activités, de réalisations, mhm, d'objectifs, de désirs, que pour mhm, moi, je suis très intentionnelle dans chacun de ces secteurs-là. Donc, mhm, s'il y a cette opportunité-là, ça va vraiment mhm, me faire plaisir. Je le sais qu'elle mhm, va arriver à un moment donné, mais mhm. ce n'est pas, je ne suis pas là à ce Tu n'es pas moment-là sur parce que je ça. travaille sur beaucoup d'autres Mhm, choses en parallèle. ouais. Je sens que tu as beaucoup de valeurs. Euh, quelle valeur essentielle voudrais-tu transmettre à tes enfants? Euh, je pense ce que moi j'ai reçu de mes parents. Mhm, Ce que je voudrais transmettre à mes enfants, c'est le sens de la famille, le respect d'autrui, aime ton prochain comme toi-même, l'amour de Dieu, parce qu'avec Dieu, au moins, tu es sûr de ne jamais être seul. Quand je suis arrivée ici, en fait, à l'époque que j'avais occupé ma chambre d'étudiante et que ma mère est partie, c'est des périodes où j'ai vécu vraiment une solitude extrême. Je sortais mhm, d'une famille, on était toujours nombreux, il y avait mhm, toujours des rires, de la joie. mhm. À être seule avec mes cahiers en Mhm, appartement. Donc, mhm, j'ai dû me faire des réseaux d'amis, mais quand mhm, même, si tu as le Seigneur, tu n'es jamais seul. C'est quand même quelque mhm, chose de très fondamental à communiquer, en fait, aux mhm, enfants, à la jeunesse, parce que beaucoup, des mhm, fois, passent par des périodes de doute à ces mhm, moments-là, mhm, des idées suicidaires et tout. Donc, c'est vraiment important d'être ancré dans ces valeurs mhm, pour ne jamais oublier ça, en fait, qu'on n'est jamais seul, peu importe la situation. mhm, On n'est jamais seul. mhm. Ouais, Ah oui. J'aimerais qu'on passe à un autre chapitre parce que absolument. Cincy n'est pas seulement scientifique, elle n'est pas seulement maman, elle est aussi investisseur immobilier, elle est entrepreneur. Donc, ça, c'est un autre chapitre qui vient s'ajouter à la famille, les enfants, tout ça. Et elle est vraiment, elle excelle dans tout ça de façon brillante. Alors, tu es investisseur immobilier, Cynthia, Mhm. et c'est dans ce cadre aussi qu'on s'est rencontrés. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu es entré dans l'immobilier. Est-ce que c'est par passion ou bien est-ce que c'était juste une opportunité qui est arrivée en face de toi ou bien est-ce que tu t'es formé? Comment ça s'est passé que tu embrasses l'immobilier à un niveau quand même assez considérable? Mhm. Très bonne question. Et moi, des fois, je dis, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à investir intelligemment. Je pense que j'ai commencé à investir intelligemment en 2019, 2020. Mhm. Euh, tu sais, il- des fois, on peut avoir beaucoup d'outils. On a beaucoup d'outils, tu sais, on a un bon travail, on se pose jamais de questions jusqu'à ce que
on tombe dans un niveau de précarité. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années-là? Pourquoi j'ai pas pensé? Donc, moi, on dirait que j'ai été dans un nuage, dans un coton ouaté du début de ma carrière, là, de 2010 à 2018 notamment. Le premier wake-up call pour moi, ça a été quand j'ai reçu mon fonds de pension en démissionnant. Quand je démissionnais, je quittais Bombardier pour aller au centre de recherche. Je reçois mon fonds de pension et en 8 ans de loyaux services, tu sais combien j'avais accumulé dans mon fonds de pension? 36 000. 3 6 et 3 0. OK? 36 000. Là, moi, je vois ça et je dis, ah, si mon père, il voyait ça, il allait se retourner probablement dans sa tombe. C'est sûr que ça faisait un moment que je me disais, oh, je veux changer, mais de voir les chiffres comme ça, froidement, puis tu sais, qui vérifie ces fonds de pension? Beaucoup de gens, on est tellement dans le rat race, on se lève, on encaisse le chèque de paye, on se pose jamais de questions, on voyage, on fait des affaires, on fait ceci. Mais en fait, je trouve que quand on est jeune, il y a très peu de jeunes, très peu, parce que ça constitue 1% de la population qui se pose véritablement des questions sur quelles sont mes projections de retraite. Quand est-ce que je vais être capable d'atteindre mon indépendance financière? Quelles sont mes provisions aujourd'hui? Mon dollar aujourd'hui, combien il vaudra dans 7 ans? C'est quoi ma vision 1 an, 3 ans, 5 ans? Personne qui se pose ces questions-là. La plupart du monde, ils se couchent, ils dorment, ils vont travailler le lendemain, ils prennent un café et voilà. Donc, moi, ça a été ça le wake-up call. Puis, à partir du moment où j'ai reçu ce chèque de fonds de pension-là et que j'ai comparé à tout l'investissement que mes parents ils avaient mis sur moi, j'ai dit non, mais tu vas jamais être capable d'offrir ce que tes parents t'ont fait à tes enfants. Tu vas jamais être capable de leur offrir ça si tu continues comme ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris des décisions. J'ai dit, chaque dollar, là, c'est comme des soldats. Ils doivent travailler, tes soldats. Donc, chaque dollar, ce sont des soldats qui doivent travailler. À partir de 2019, j'avais pris la décision d'acheter un bien chaque année. Il y a eu des années, j'en ai acheté 2, 3. Là, je suis dans 4 transactions. Donc, c'est ça. Il faut que chacun a son wake-up call. Là. Ça ne vient pas comme ça. Si tu n'es pas bousculé, forcément, tu ne pourras pas prendre des décisions intelligemment. Et comment est-ce que... je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter même après, ils vont t'écouter. Quel conseil tu peux leur donner? Disons, un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier, quel conseil tu peux lui donner? Comment est-ce qu'il peut aller choisir quels immeubles choisir? Comment est-ce qu'il peut commencer, en fait, à partir de zéro? Un jeune de 25 ans qui vient de finir son université, quel conseil est-ce que tu peux lui donner? Ben, en fait, ça dépend vraiment toujours du profil d'investisseur de tout un chacun. Ça dépend tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde, bien entendu. Donc, mon histoire, ça reste... Moi, je me spécialise beaucoup dans la conversion des multilogements en résidence pour étudiants. C'est le créneau que j'ai trouvé qui me rejoignait beaucoup parce que j'ai déjà une très belle relation avec des étudiants, que ce soit ceux que j'encadre à l'école polytechnique ou ceux avec qui je collaborais quand j'étais au cégep. Donc, j'ai toujours été dans le milieu estudiantin. Et donc, c'est ça qui m'a inspirée à faire l'immobilier de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire que cette même recette-là fonctionnerait pour monsieur et madame, tout le monde. Donc, moi, je dirais, découvre c'est quoi ton profil d'investisseur, qu'est-ce que tu aimes faire, prendre des formations aussi, à la limite. Il y en a pour qui les formations, qui comprennent moins bien les chiffres. Moi, c'est sûr que, bon, je suis déjà dans un milieu de chiffres. J'ai grandi avec les chiffres. Donc, je comprends déjà quand même un peu les chiffres plus que la moyenne. Mais il n'y a pas de bonne solution. Documente-toi, il y a des bootcamps gratuits. Je veux dire, l'argent aujourd'hui, ce n'est plus un prétexte pour dire que je ne peux pas changer mon avenir. Il y a tellement de ressources qui existent et qui sont accessibles. Moi, demain, je vais
une conférence au Sheraton, c'est On se gratuit. retrouve, on se C'est retrouve. ça. C'est gratuit, cette conférence-là. C'est sûr qu'il y a des accès VIP, mais il y a des places Mhm, gratuites. mhm, Des jeunes, ils peuvent faire ça, ils ont du temps. mhm, Quand tu grandis, tu as moins de temps, mais tu as l'argent. Quand tu es jeune, tu as du temps, tu n'as pas l'argent. Donc, mhm, essaye de trouver des ressources gratuites, des livres, des bibliothèques, des formations en ligne gratuites, et tu te fais ta propre idée de c'est quoi ton profil d'investisseur. C'est pas, on peut pas commencer tous par la grosse immobilier tout de suite, mais un pas à la fois. mhm, Essaye d'avoir un duplex, propriété occupant, un triplex, etc. Mais il faut commencer quelque part. mhm. Bon, écoute, je vois que tu es vraiment impliquée, tu es vraiment une femme d'affaires, vraiment. Que- quel quel est le moteur profond qui te fait aller vers là-bas? Pourquoi tu te lèves-tu chaque matin à aller dans l'immobilier, à faire tout ce que tu fais en fait autour de toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te Ce qui me motive? drive, Oui, oui, ce qui te drive. euh, ben, je suis quelqu'un qui a le bonheur facile. Tu sais, je Mm, me lève toujours dans un sentiment de gratitude. C'est juste de me lever, être enthousiaste par rapport à aller faire ma course le matin, regarder des canards, regarder des arbres, mes enfants, passer du temps avec eux, prendre des cafés avec des collègues, faire des rencontres. Tu sais, j'aime, je trouve qu'on est privilégié de pouvoir faire ça, de pouvoir connecter avec des gens, de pouvoir connecter avec la vie, avec tout ce que la vie offre. Comment ne pas se réveiller déjà dans ce sentiment de gratitude-là? Tu vois, mhm, donc moi, pour moi, mhm, c'est tout simplement ça, en fait. mhm, Les premières neiges, j'ai toujours hâte aux premières neiges. Quand je vois il commence à faire froid, j'ai hâte d'aller courir, sentir le vent. Tu sais, je suis quelqu'un qui a ces petits plaisirs-là, en fait. Donc pour moi, je peux même rester seule dans l'univers mhm. et je serais... Des petits bonheurs. Oui, Ouais. vraiment, ma vie s'est faite de petits bonheurs. Comme je dis, j'ai que besoin du gym, du café et puis de respirer, quoi. Tant Mhm. qu'on a... on est dans un pays quand même béni, hein. Ouais, On est dans tout à un fait. pays béni. Tout à fait, on est choyé. On est choyé. Est-ce qu'il y a des causes ou des domaines pour lesquels tu aimerais faire un impact? Euh, À un certain niveau, on aimerait donner au suivant. oui, Est-ce qu'il y a des causes, des domaines qui t'appellent? absolument, oui. Ouais. Mm. J'aimerais, je fais déjà d'ailleurs je vais beaucoup dans des universités, les écoles aussi, je fais beaucoup de bénévolat dans des écoles Mm. pour inspirer les jeunes à la profession. Mhm. Parce que moi, je te dis, qu'est-ce qui m'a donné la... Peut-être que Monsieur Cheikh Modibo Diarra, il a jamais, il sait même pas qu'il a inspiré une fille au Mhm. Cameroun quelque part, tu comprends? Mhm. Donc pour moi, d'avoir des... Je pense que de donner des modèles, en fait, à la jeunesse, dès le bas âge, c'est extrêmement important. Et je travaille Mhm. ardemment là-dessus. Mhm. Je vais beaucoup dans les universités, parler de mon... Tu sais, pour des gens, ça fait la différence. Mhm. Même en immobilier, Mhm. j'aide aussi beaucoup de femmes, de Mhm. jeunes femmes, pour que... Parce que des fois, tant que les gens ne voient pas... En fait, quand les gens ne voient pas un exemple, Mhm. ils ne le voient pas comme un chemin de possibilité. Mhm. Quand une personne voit un exemple, ah oui, elle a 4 enfants, elle arrive à faire de l'immobilier quand même. Pour Mhm. lui, tout à coup, ça devient possible Mhm. aussi. Mhm. Oh, elle a un doctorat en aéronautique, c'est une femme. Pour elle, ça devient possible aussi. Mhm. Donc, c'est d'ouvrir vraiment ce chemin de possibilité pour tout le monde. Que les gens voient que c'est possible, en fait. C'est possible. Ouais. Je vois que dans- quand je te vois, une femme qui est venue d'Afrique, qui a pu faire ses études ici, fonder sa famille, investir, devenir entrepreneuse, investisseuse dans l'immobilier. Euh, Moi, je considère que tu es un modèle pour pas mal de gens. Mhm. Mais pour toi, personnellement, qu'est-ce que tu considères comme succès, toi, personnellement?
Oh, comme succès, Mm. c'est une bonne question. Ben, d'avoir encore une famille unie, ça fait 11 ans que je suis mariée déjà quand même avec Mhm. mon Tes époux. félicitations. Donc, de nos jours, c'est quand même, c'est quand même pas rien parce que Tout à c'est pas Mhm. évident Mhm. maintenant, c'est pas évident. Donc, pour moi, à chaque fois que je vois toujours ma famille unie, ça me stimule. Je suis très fière pour moi de cet effort-là que je fais au quotidien Mhm. et de ces valeurs-là aussi que je communique à mes enfants. Euh, Après, comme je dis, je suis très fière de me surpasser à chaque fois. Mhm. Et comme je dis, en fait, les seules limites sont celles qu'on s'impose. Les seules Mhm. limites sont celles qu'on s'impose. Mhm. Donc, à chaque fois que je fais face à un défi ou que je me dis, oh, ça, non, c'est pas fait pour moi, je me pose toujours la question. Est-ce que Mhm. c'est pas fait pour toi parce que le projet il est trop costaud pour que tu t'embarques ou c'est juste que tu ne vibres pas. Donc, il faut toujours avoir comme cette introspection-là, ce regard un peu critique sur soi Mhm. pour continuer de briser ces pensées limitantes-là. Donc moi, je Mhm. travaille beaucoup à ça. Et puis, je suis vraiment très fière de toutes les réalisations que je fais. Je suis fière du réseau Mhm. aussi que j'ai. Je suis Mhm. reconnaissante vraiment tu sais, que la vie, que Dieu m'envoie autant de bénédictions quoi, au quotidien. Ouais. Ouais. Et comment tu aimerais que ton héritage global, comment tu aimerais qu'il soit perçu dans 20 ans, dans 50 ans, même dans 100 ans? Comment? Oui, moi, je pense Comment? que l'héritage est vraiment transgénérationnel. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, moi, je considère que c'est ce que des ancêtres ont transmis. Si je n'avais Mhm. pas eu des ancêtres qui avaient une vision, Mhm. si je n'avais pas eu une grand-mère, ma grand-mère, c'est une femme exceptionnelle. Mhm. Son père, c'est parti de son père, qui était mon arrière-grand-père. Mhm. Donc, c'est ça. Moi, j'ai comme cette mission-là de perpétuer ça sur des générations. Mhm. Tu sais, parce que c'est un bagage Mhm. qu'on laisse aussi. Puis après, pour monsieur et madame tout le monde, je travaille aussi beaucoup comme je t'ai dit, à inspirer les jeunes, que ce soit Mhm. même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que des fois, là, tout ce que les gens veulent entendre, c'est tu es capable, je crois en toi. Juste ces phrases-là, je ne sais pas si tu Mhm. sais ce que ça peut Mhm. changer Ouais, tout à dans le fait. cours de la vie de quelqu'un. Mhm. C'est extrêmement puissant. Donc, à chaque fois que Mhm. moi, j'ai l'occasion, par exemple, de motiver quelqu'un, je le sais que c'est quelque chose de précieux que je lui donne à lui, mais qu'il va porter aussi à des personnes qui, qui comptent dans son entourage. Et comme ça se diffuse en fait. Ouais. Et ça se passe je ne vais pas dire, ça se passe de génération en génération, en fait. Pas nécessairement ta génération biologique, mais et, toutes les personnes que tu influences, qui te voient aller comme modèle, et Exactement. ça se transmet. Disons, je suis sûre que cette émission sera vue aussi en Afrique. Euh, Même ici, on est au Québec. Quel conseil donnerais-tu à une fille de 16 17 ans qui, qui est en Afrique ou qui est ici au Québec, qui dit, ah, moi aussi, je vais être docteur en quelque chose et je vais aller autant loin, autant que Cincy. Quel conseil tu peux lui donner? Je vais lui dire, tu as déjà fait 70% du chemin parce que tout, c'est la volonté, tout, c'est l'intention. Et quand tu mets une intention Mhm. avec conviction et que tu gardes cette passion-là, tu sais, que tu la gardes au plus profond de toi et que ça te drive, tu as déjà tout compris parce que Mhm. le comment, on ne l'a toujours pas. Le comment, bien Mhm. évidemment, c'est l'univers qui te le fournit. Tu vas rencontrer des gens qui vont te faciliter le chemin. Tu vas euh, avoir au passage des intuitions, avoir des trouvailles qui vont vraiment t'aider à réaliser tes objectifs. Mais la décision de le faire,
constitue déjà 70% de la réalisation. Ouais. Donc, si quelqu'un me dit ça, je vais dire, go, tu es capable parce que là, tu viens de changer le cours de ta vie. Tu es déjà plus avancé que celui qui dit, oh, je sais pas, c'est pas pour moi. Tu vois, tous ces trucs-là, là, c'est... Il y a des fois quand même des obstacles que les gens qualifient d'obstacles, mais les obstacles sont là pour être justement surpassés, sautés. Euh, quels obstacles qu'on voit dans le monde que tu aimerais, le plus fort grand obstacle que tu aimerais voir supprimé? Je vais dire l'obstacle au niveau de l'éducation, la discrimination ou les systèmes qui ne sont pas Moi, je pense que égalitaires. les plus grands obstacles, en fait, qui sont très dommageables, extrêmement dommageables, c'est les obstacles intérieurs. C'est-à-dire, souvent, quand... je donne un exemple très banal. Un homme, s'il voit un poste affiché et il correspond peut-être à 7 des critères sur les 10, il va dire, oh, ce poste-là, c'est parfait pour moi, je vais appliquer. Une femme, si elle correspond à 7 des critères sur 10, elle va dire, il y a 3 critères, je ne suis pas sûre que je suis compétente. Et c'est en fait comme ça, c'est dans nos ADN. Les femmes, on dirait que on ne se sent pas toujours superwoman. Tu comprends? Par rapport aux hommes, puis dans la vie aussi, dans la société, c'est souvent... on le voit de façon présente. Donc moi, mon rêve, c'est que les femmes aient comme ce super pouvoir aussi, autant que les hommes. Eux, ils l'ont naturellement. C'est que les femmes cultivent ça, qu'elles croient en elles. Parce que la femme, nous sommes intuitives. Les femmes, même, on est, je m'excuse, 40 millions de fois plus qualifiées que les hommes. Donc, le seul problème, c'est souvent le manque de confiance et de conviction en nos capacités. Pas parce qu'on ne qualifie pas, juste parce qu'il y a personne pour dire tu es capable, tu vas y arriver, tu qualifies 7 sur 10, je pense que tu devrais appliquer. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais comme briser sur des générations. Si j'arrive à changer même déjà ça chez une personne par jour, par mois ou même par année, ça veut dire que j'ai impacté plusieurs générations. Les femmes, elles sont plus, comme tu dis, plus intuitives, plus émotionnelles. Mais les hommes, ils sont plus fonceurs. Oui, les hommes, ils sont fonceurs et malheureusement, souvent dans la société, quand on se retrouve surtout dans des postes de haut niveau, c'est difficile pour la femme de prendre... Moi, je l'ai connue, j'ai été directrice, je le sais. C'est difficile pour la femme. Ça m'a pris du temps avant d'avoir le niveau d'aisance que j'ai maintenant dans des milieux purement masculins. Tu vois, et je le vois des fois. Si je vois, par exemple, j'ai assisté souvent à des panels, puis des fois, je voyais des collaboratrices qui avaient un peu plus de visée. Bon, moi, je vais me rapprocher d'elles, puis je vais essayer de souvent connecter pour leur donner ce gaz-là, le même gaz que j'ai pour moi, dégager tous les obstacles qui se mettent sur mon chemin. Je donne ça parce que je me dis, plus il va en avoir comme ça, plus les femmes vont être capables de prendre la place qui leur revient dans la société. Ouais. Ici, je pense que quand même, c'est bien avancé. Les femmes, ils ont quand même des places assez... Moi, je suis dans un milieu quand même masculin et puis que ce soit, tu sais, que ce soit en immobilier, là, on voit beaucoup d'exemples d'hommes. C'est pas parce que les femmes, elles n'ont pas d'immobilier. Tu comprends? C'est pas parce qu'elles se mettent pas sur le stage, je dis, j'ai 500 portes, j'ai 1000 portes. Il y en a, mais elles restent très discrètes. Elles restent discrètes. Pourtant, moi, je pense qu'elles peuvent influencer beaucoup. Elles peuvent influencer d'autres femmes à se réaliser comme elles. Et même chose en ingénierie. Moi, je viens d'un milieu... Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, bien évidemment, mais le travail, il continue. Dans les milieux qui sont purement masculins, comme je dis, les femmes, ils ont encore de la misère parce que c'est comme... Est-ce que c'est pas parce que les femmes, exemple, je regarde dans le milieu de santé, il y a plus de femmes que d'hommes?
Effectivement, Ça c'est pour ça que dépend. j'ai parlé des milieux Est-ce que- on va- plus masculins, Euh, tu vois, ouais, qui ne sont pas, ouais, ouais, des milieux qui sont moins féminins, on va dire. mhm, ouais, c'est vrai. Mais Et est-ce que peut-être dans le milieu de la santé aussi, tu sais, ça c'est une question peut-être à se poser, est-ce que dans des postes de haut niveau aussi, tu as quand même, les femmes sont autant représentées? C'est ça la question des fois. Est-ce que les femmes mhm, sont autant représentées que les hommes? Je ne sais pas, je connais pas les statistiques à ce niveau-là. mhm. Mais c'est ça. Bref, écoute, j'aimerais, si tu peux nous donner quelques livres qui t'ont impacté et quelques livres ou citations qui Mhm. t'ont guidé sur ton chemin. Ouh, il y en a, écoute, Une ou ouais. deux, comme Petites habitudes, grandes réussites. euh, C'est un livre que j'adore, j'aime bien. Ça montre petites habitudes, grande réussite. grande réussite. Oui. Mhm. C'est un livre qui aide à bien se structurer au quotidien. Mhm. Après, bon, une pensée que j'ai souvent aussi, par exemple, pour aider ceux qui essayent de bien comprendre le processus de manifestation, par exemple, toujours Mhm. penser à- aux trois piliers. Mhm. Ça dit les pensées, Mhm. le ressenti et Mhm. l'action. Mhm. Quant à les trois, ça Mhm. donne un équilibre cohérent au niveau de ton champ de manifestation. Mhm. Après, les livres qui m'ont inspiré, Père riche, Père pauvre, bien évidemment, Le Mhm. quadrant du cash flow. Mhm. Aussi, Réfléchissez, devenez C'est riche. très classe. Oui, réfléchissez, les classiques qui sont Un vraiment, must. oui, oui, très, très Euh, intéressants. Oui, oui. Et là, là maintenant, est-ce que je sais que tu n'arrêtes pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Si c'est pas indiscret, OK. c'est quoi tes projets d'avenir? Dans la science, dans l'immobilier, c'est quoi ou autre chose, ou autre domaine? Ah oui, là, bah, c'est sûr que j'ai toujours, effectivement, je suis une machine à projet, c'est sûr. Bah, écoute, dans l'immobilier, je continue toujours. Je me forme, j'achète, je pousse toujours la machine un peu plus loin. Euh, Au niveau de... Donc, dans mon immobilier, là, je fais beaucoup de partenariats en ce moment pour faire croître mon parc. Voilà. Et ça fonctionne bien. Un autre axe que je travaille beaucoup en ce moment aussi, c'est ben, la création d'une start-up. Je vais peut-être pas en parler tout de suite. C'est un La peu, prochaine oui, fois, ça on en sera parlera la prochaine fois. exactement, exactement. On Et en parle. puis, beaucoup l'entrepreneuriat. Donc, j'ai comme 2 acquisitions d'entreprises en cours aussi, que je travaille sur cet aspect-là. Et c'est ça. Après, c'est ça Une aussi. Et puis, mordue. ah oui, l'autre chose aussi que je conseillerais Oui. à toutes les personnes qui veulent se documenter sur l'indépendance financière, de suivre par exemple le mouvement FIRE Early, non, Finance Independency, Retire Early FIRE, le mouvement FIRE. Ah, yeah. Donc ça, dans le fond, ça C'est. explique un peu comment arriver à l'indépendance financière avant tes 40 ans, Mhm. avec des approches bien éprouvées, puis Ah, yeah. Où est-ce qu'on tu peut en les prends. trouver? Sur Facebook, Euh, sur les réseaux sociaux, on peut les trouver. oui, tu tapes indépendance financière. D'ailleurs, Jean-Sébastien Pilote, il avait écrit un livre là-dessus. Je pense que c'est Liberté financière avant 40 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour les jeunes, tu sais, qui veulent bien savoir comment placer chaque dollar. Que chaque dollar soit comme des soldats aussi qui travaillent et font des bébés dollars. C'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas que l'immobilier, hein. Il y a la bourse aussi. Tu as la Ouais, bourse, il y a tellement de... En fait, le choix est large. ouais. Premier pas, c'est la prise de conscience. De se dire, il faut que chaque dollar que tu ne mets pas Mhm. au travail, c'est chaque dollar perdu.
Ouais. Donc, une question, quelle vérité puissante que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui? Une vérité Quelle puissante vérité? pour toi, ce serait quoi? Si tu devais dire une vérité puissante à quelqu'un, ce serait quoi aujourd'hui? Euh, Ce serait, alors une vérité puissante, c'est de ne jamais, en fait, toujours tout faire pour rester connecté à son essence Mhm, individuelle, mhm, tu vois. Moi, tu vois, au travers de ma vie, j'ai jamais essayé de ressembler à quelqu'un. mhm, Je me suis toujours écoutée, la petite voix au fond de moi, mhm, et c'est extrêmement précieux. C'est bien mhm, d'avoir des conseillers, des mentors, de bien s'entourer, mais la chose qu'on doit le plus travailler mhm, à écouter, c'est vraiment cette voix-là. mhm, Parce que c'est ça qui va te guider vers ton toi ultime finalement. mhm, Parce que sinon, tu peux passer à côté de ce qui est fait pour toi, autrement dit. Si mhm, tu vis la vie de quelqu'un d'autre, mhm, c'est important de vivre la vie pour laquelle on est destiné. mhm, Donc, pour moi, ça, c'est la seule chose que je mhm, peux... c'est mhm. très fondamental. C'est vraiment fondamental. Ok. Et une autre question, est-ce que tu aurais un message spécifique que tu dirais, on vit une période, la planète vit, le monde en fait, ancien vit une période assez spéciale. Mhm. Est-ce que tu aurais un message à vraiment dédier, envoyer au monde entier? Une phrase, un message que tu dis, ah ça, j'envoie ça à la planète entière. Mhm. Ah, un message. C'est sûr qu'on est du bon côté de la planète hein, en ce moment. C'est pas... Il y a des pays qui vivent vraiment des situations difficiles. Il y a beaucoup d'enjeux à Mhm, travers le monde entier. Je sais, en Afrique, en ce moment, on a des élections. Nous, justement, ce week-end, c'est le week-end des élections. mhm, Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a le réchauffement climatique, il y a des feux souvent dans certains pays aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux au sens large à travers le monde entier. Moi, ce que je dirais, c'est qu'une chose demeure. L'amour, c'est peut-être ce qui peut aider à passer au travers des enjeux, des difficultés. Donc, c'est la forme la plus puissante d'énergie. Donc, si chaque être pouvait donner de l'amour à au moins une personne dans une journée, je pense que le monde serait une meilleure place. Donc, si chacun peut faire cet exercice-là, mhm, on va changer le monde une journée à la fois, quoi. mhm, mhm. Enfin, on a une audience assez spéciale. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent en, en écoutant tes interventions? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de Mhm. cette entrevue qu'on vient d'avoir ensemble? Qu'est-ce que j'aimerais que l'audience retienne? Euh, Si aujourd'hui, j'ai inspiré ne serait-ce qu'une seule personne à croire à Mhm, son essence individuelle, à son essence personnelle, à croire à son authenticité, pour moi, j'aurais déjà apporté ma contribution. Parce que je mhm, trouve que chaque personne est unique, chaque mhm, personne mérite d'être entendue, chaque personne mérite d'être écoutée, et chaque personne a surtout un talent particulier qui vaut la peine d'être déployé. Donc, mhm, croyez en vos talents, croyez mhm, en vous, mhm, croyez en cette énergie unique et spéciale, cette mission-là que vous êtes mhm, venu accomplir ici, parce que c'est en vous, en fait. mhm. C'est comme on est tous ici, on a une mission. Si Tout à on fait. va tous en guerre et qu'on peut pas, tu sais, on t'a donné une carte de mission, ça veut dire que c'est précieux. Il faut que tu accomplisses ta mission. Il faut que Mhm, tu remplisses le mhm, mandat. Donc, c'est très, très important. mhm. Maintenant, j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que s'il y a certainement des membres de l'audience qui voudront te contacter pour s'inspirer de toi ou pour te poser des questions, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter?
Ah, ils peuvent te contacter, toi, tu vois. Facebook. Facebook, je suis sur Facebook, je suis sur Facebook. D'ailleurs, justement, un de mes Facebook, projets l'année Cynthia. prochaine, j'ai eu beaucoup de demandes aussi à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Je vais probablement avoir une page là, quelque chose Mhm. qui... Cynthia Dega sur Facebook. Exactement, Cindy Dega, ouais. Et puis, on a hâte. Et je sais que bientôt, donc, on va encore peut-être te recevoir, sûrement te recevoir en rapport avec d'autres projets qui s'en viennent. Oui, absolument. Et donc, rester à l'écoute. Je voudrais te remercier pour cette conversation profonde, et vraie, intense, puis inspirante. C'est vraiment, tu nous montres que la réussite, ça ne tombe pas du ciel. Ça se bâtit petit à petit, décision par décision, avec la foi, le travail, le courage. Et vraiment, que ton histoire continue d'inspirer le monde. Et surtout, surtout, les gens qui croient que les rêves les plus extrêmes sont possibles. Mhm. Oui. Merci à notre audience aussi et pour ce moment partagé. Et à la prochaine. Merci Marie-Fidèle, merci pour cette Merci belle beaucoup. opportunité. Merci Cynthia, merci. Puis à toi, avec toi aussi, à la prochaine. À la Très prochaine. bientôt. Merci. Merci.